5 sur 7 matin, on parle économie avec toujours Alexandra Diotan aux commandes. Depuis quelques semaines, on observe, vous le savez, une flambée du prix de l'huile végétale sur le marché, une hausse qui inquiète les consommateurs et certains ont au fait de mettre un terme générique sur cette réalité économique du marché et parlent à tort ou à raison d'inflation. On essaiera d'y voir plus clair. Alexandra, vous nous parlez aujourd'hui d'inflation, de ce qu'on peut entendre par inflation, ses causes et à quel moment on peut sortir ce mot qu'on a l'habitude de dégainer tout le temps. C'est bien ça, mon ami. L'inflation, c'est donc une expression propre au secteur économique. Vous l'avez si bien dit, depuis quelques semaines, l'huile végétale a connu une hausse extraordinaire de prix au Bénin. On crie à l'inflation de 1000 francs. Eh bien, le litre, on en est à 1600 voire 1800 selon les endroits. L'inflation cause, conséquences et mécanismes de régulation. C'est donc le thème du jour. Nous recevons comme invité Aimé Kokou Dadeyon, économiste, chercheur et par ailleurs directeur des affaires académiques et du développement du Centre universitaire d'enseignement professionnel. Docteur Dadeyon, bonjour. Bonjour Madame Alexandra Diotan. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Alors déjà, qu'est-ce que l'inflation? Très bien, qu'on fait un peu d'amalgame sur le thème. Lorsque le prix d'un bien à l'intervalle d'un mois augmente, on ne devait pas parler d'inflation. On devait parler juste d'une augmentation du prix. On parle d'inflation lorsque le niveau général des prix et de la majorité des prix des biens et services sur le marché a connu une augmentation sur une bonne période, tout au moins une année. D'accord. Donc, à tort, je vais donc dire... même à 6 mois déjà, on ne peut pas encore parler d'inflation. Il y a le mécanisme de calcul de l'indice de prix à la consommation qui se fait à la fin de chaque année. Et donc, d'une année à une autre, on fait la différence pour avoir donc la variation globale donc, du niveau général des prix. C'est à ce moment qu'on peut parler d'inflation. Sinon, à l'intérieur d'une même année civile, lorsque les prix fluctuent, on parlera simplement d'augmentation du prix. Et ça s'arrête là. Alors, l'inflation, est-ce qu'on peut parler d'inflation par produit? Ou soit à vous entendre, c'est plutôt un truc général? Ça doit être général. Général. Donc. Je suppose que nous avons 100 biens et services sur le marché. Oui. Il faut tout au moins que 70% de ces biens-là, du prix de ces biens ait connu une augmentation et sur toute une année, avant qu'on ne parle d'inflation. Donc, c'est pas grave, parce que tout le monde n'est pas économiste de spécialité. C'est bien ça. Donc, les gens disent qu'il y a inflation, il faut forcément que ça soit une variation sur 2 années. C'est-à-dire que nous sommes en année N+1, on varie l'indice général du prix par rapport à l'année N. Et c'est en ce moment qu'on va voir si l'ensemble donc des prix des biens et services de l'année a connu du moins une augmentation passant de l'année N à l'année N+1. Alors, on entend aussi parler d'inflation galopante. Cela m'amène à vous demander quelles sont les différentes variantes d'une inflation. Oui, effectivement, il y a plusieurs variantes. Lorsque la variation du prix est modérée, on va parler d'inflation modérée, c'est-à-dire que nous passons de 100 francs à 101 à 102 francs, bien sûr en tenant compte de 2 années consécutives, on parlera d'inflation modérée. Ensuite, on peut parler d'inflation galopante lorsque les prix ont vraiment augmenté à près de 80, même à près de 100 ou à plus de 100%. Donc, il y a des variantes intermédiaires qui ne sont pas vraiment différentes donc de l'inflation, soit modérée, soit galopante. Et souvent également, on fait cette amalgame autour. Si par exemple le prix de l'huile végétale passe de 1500 à 1700, quand on va faire la différence, on trouvera 200 francs donc de différence. En pourcentage, ce n'est pas grand-chose. 200 francs comparé à 1000 francs qui était la référence, ça fait non, ça fait au moins 20%. J'ai pris l'exemple de 1500 à 1700. D'accord. Et si on en revenait à notre réalité actuelle, c'est passé de 1000 francs carrément à 1600. À quelle période c'est passé de 1000 francs? On peut étaler tout ça sur les 4 dernières semaines. Waouh. Oui. Là, ça a grimpé de façon... Non, je ne sais pas les chiffres. Vertigineuse, de façon vertigineuse.
Voilà, il vit dans la bourgeoisie. Donc, attention. 1000 francs, pas 1000, Pas forcément. 1600 ou pas 1600. Non, mais de 1000 francs à 1800, c'est Non, mais vraiment... nous n'en savons rien. C'est vraiment grand. Moi, je ne suis pas sur les marchés. Je viens, je mange. Mais il faudrait peut-être si demander ça à passe madame. de 1000 francs à 1800, au bout de 4 semaines, là, c'est vraiment inquiétant. Et il faudrait réellement chercher les causes. Et à cette allure, les spécialistes nous disent que nous ne sommes pas tirés d'affaire. Oui, parce que ça va rester comme ça, voire s'empirer sur les prochaines semaines. Oui, bien évidemment. Déjà qu'on va connaître très bientôt, on va entrer, je vais dire, dans une période de fête de fin d'année où habituellement, les prix grimpent. Donc, forcément, on n'est pas sorti de l'auberge. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pourquoi il faut analyser réellement les causes. Pourquoi les prix grimpent autant? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment y remédier? Je pense que c'est le but du sujet. Il faut qu'on y en arrive. On ne va pas s'attarder sur... Alors, pour ce qui concerne l'huile, c'est juste une petite parenthèse. La situation est liée à l'indisponibilité de la matière première. Ça fait l'une des causes principales c'est ce qui se dit en attendant que nous ne puissions prendre les voies autorisées sur la question, en attendant que ces voies-là ne nous donnent la permission. Parce que les tractations sont en cours, mais jusque-là, on n'a pas encore eu de réponse à notre requête au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce. Voilà. On va donc en revenir à notre thématique du jour. On parle de l'inflation. Venons-en aux causes. Quelles sont les causes d'une inflation généralisée, Dr Dadéan? Très bien. Je vais aller par étapes. Théoriquement, il y a 4 sources possibles d'inflation. On s'est bien entendu sur la thématique, sur le mot même inflation. Ouais. Il y a 4 sources. Sinon, moi, j'aurais souhaité qu'on dise augmentation de prix des produits sur le marché. Il y a 4 sources. Il y a premièrement que l'augmentation du prix des produits sur le marché peut provenir du mécanisme de l'offre et de la demande de ces produits sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a des producteurs ou des commerçants qui offrent ces produits-là sur le marché et il y a des clients qui demandent ces produits. Lorsqu'il arrive que la demande est plus forte que l'offre, le prix va augmenter par juste des comportements économiques. Tout homme étant homo economicus, c'est-à-dire que le produit que j'ai tout le temps demandé, donc je profite pour augmenter le prix, même sans d'autres raisons. Lorsque ce bien-là est tout le temps... Avant que vous n'arriviez au marché, les gens vous appellent de part et d'autre. Vous avez, par exemple... Lorsque la demande est forte, l'offre s'ajuste même sans raison. Vous avez 15 unités de ce produit-là, mais il y a plus de 25 personnes qui vous appellent pour demander les 15. Ouais. Ah, mais vous faites à votre tête, donc vous augmentez le prix. Et c'est peut-être le cas donc, de l'huile végétale dont on est en train de parler. Peut-être que la disponibilité sur le marché est très faible. On va y revenir certainement. Ce qui fait que les commerçants font de la surenchère. Ils peuvent faire de la surenchère quand ce n'est pas disponible. Avant que vous n'obteniez l'arrivage, il y a déjà plein de demandes qui attendent. Donc, vous profitez pour faire à votre tête. La deuxième cause de l'inflation, ça pourrait être... lié au coût de production des biens et services sur le marché. La première cause que je viens de donner, on n'est pas rentré dans les détails parce que là, c'est juste lié à des comportements économiques sur le marché, mais ça pourrait être lié au coût de production. L'entrepreneur étant à la recherche de profit, s'il produit son bien à 100 francs, il ne va pas le vendre à 100 francs. Il va le vendre à 100 francs plus une marge bénéficiaire. C'est bien ça. Et quels que soient vos cris, quelles que soient vos plaintes, il ne pourra pas vendre en dessous de son coût de production. Donc, lorsque les facteurs de production prennent de valeur sur le marché, il va de soi que les biens et services issus de ces facteurs de production prennent donc de la valeur. Comme facteur de production, c'est les matières premières. La main-d'œuvre aussi. La main-d'œuvre aussi. Et on va constater que ces derniers temps, c'est des éléments qui prennent de la valeur sur le marché. La législation fiscale est aussi parfois incluse. Ça, c'est encore... J'ai mis ça tellement à part, comme une cause à part entière. On pourrait l'inclure déjà dans le coût de production, d'une manière ou d'une autre. Mais je vais revenir sur ça, surtout pour ce qui concerne les biens et services importés. Donc, je vais parler ensuite donc, de la troisième cause, qui sont les taxes. Droits de douane et autres. Lorsque ces taxes sont élevées, cela va donc avoir un effet sur le coût de ces biens et services sur les marchés. Et si ces coûts sont élevés, on va constater donc une augmentation du prix des biens et des services sur le marché. Il y a également une dernière cause qui n'est pas, je dis c'est théorique parce qu'on n'est pas réellement dans ce cas-là ici, c'est les politiques monétaires. Lorsque vous vous retrouvez dans un pays où
le gouverneur de la Banque mondiale, de la Banque monétaire, nous on n'est pas dans ce cas parce qu'on est dans une union monétaire, mais de la pression sur la production de la monnaie, c'est-à-dire qu'on met plus de monnaie en circulation et qu'il y ait davantage de monnaie en circulation, cela va induire également de l'inflation. C'est-à-dire que vous avez plus d'argent et quand vous avez plus d'argent, ça entraîne un peu la paresse et quand ça va entraîner un peu la paresse, il y aura moins de production. Et plus les gens savent qu'il y a de l'argent dans le pays, ils vont faire aussi de la surenchère. Vous vous souvenez quand il y a des revalorisations salariales dans ce pays, aussitôt les propriétaires à la maison augmentent le coût du loyer. Donc c'est un comportement naturel. Lorsqu'on sent qu'il y a plus d'argent dans la circulation, l'argent économique profite, c'est une opportunité. Simplement. Donc voilà les différentes causes théoriques de l'inflation. Mais le cas d'espèce que nous vivons depuis début d'année 2020, on peut essayer d'identifier empiriquement leurs causes. Et principalement, c'est le bouleversement de la chaîne de distribution ou d'approvisionnement mondial. C'est une crise mondiale. Et depuis 2020, cette crise est partie de Covid. De la Covid qui a démarré vers fin 2019. Donc depuis ce temps, soyons tous d'accord que l'économie mondiale n'a pas encore retrouvé son sentier sa stabilité. Ouais. Et on en était là quand la crise russo-ukrainienne est tombée dedans. Et ça a des conséquences parce que c'est de gros exportateurs de gaz, de pétrole, de ceci, de cela. Et nous sommes dans une chaîne. Lorsqu'un maillon de la chaîne est atteint, c'est toute la chaîne qui est atteinte. Du coup, lorsque le prix d'un bien augmente, cela peut entraîner donc l'augmentation du prix d'autres biens et ainsi de suite. Donc c'est principalement les causes donc de l'inflation dans ces pays, dans nos pays aujourd'hui et particulièrement au Bénin. Alors venons-en aux conséquences éventuelles. Oui, les conséquences, elles ne sont pas aussi très nombreuses à citer, mais elles sont graves parce qu'elles agissent principalement sur le panier de la ménagère. Lorsqu'il y a d'inflation, souffrez que l'on devienne pauvre malgré qu'il a l'argent. Ça dit quoi? Entre-temps, vous achetez l'huile végétale à 1000 francs. Maintenant, vous êtes obligé de l'acheter à 1800. Alors que votre revenu mensuel n'a pas changé. Donc ça vous rend un peu pauvre. C'est-à-dire que votre pouvoir d'achat baisse. Avant, si vous avez 2000, vous achetez donc 2 litres d'huile. Aujourd'hui, si vous avez 2000, vous achetez 1 litre d'huile et vous prenez 300 francs comme monnaie ou bien 200 francs comme monnaie. Donc, la conséquence principale de l'inflation, c'est la paupérisation de la population, c'est l'amaigrissement du pouvoir d'achat des ménages ou des populations et surtout les populations les plus défavorisées. Parce que quoi qu'on soit en train de crier notre ras-le-bol, il y en a qui ne sentent réellement pas qu'il y a problème. Il y en a qui ont même dit dans ce pays que même si le grain de maïs coûte 1000 francs, ils vont manger. Donc c'est la partie la plus, entre griffes, permettez-moi le terme, pauvre de la population qui paie vraiment les frais. Voilà. C'est ça. Mais est-ce que ces conséquences-là se limitent seulement aux consommateurs? Y a-t-il pas de répercussions au niveau macroéconomique? Bien sûr, bien entendu, puisque le nouveau macroéconomique n'est que l'agrégation des comportements individuels sur le marché. Au niveau macroéconomique, on va tenter donc de résoudre le problème. Et en voulant tenter de résoudre le problème, ça va dérégler donc les prévisions budgétaires. Vous allez voir que ces dernières années, tous les pays du monde ont un budget de plus en plus élevé parce qu'on veut essayer de contenir l'inflation, on veut essayer de juguler telle crise, on veut essayer d'appuyer telle frange de la population. Vous allez voir notre ministère des Affaires sociales et de la microfinance, vous allez voir son budget croît d'année en année parce qu'il faut tenter donc de sauver cette partie de la population qui est plus exposée à ce fléau, je vais dire carrément économique. Ce phénomène économique. Ce phénomène économique, voilà, c'est mieux, c'est moins dur que fléau. Alors, on va en
profiter pour clarifier quelque chose. Parfois, nous entendons citer des chiffres. On parle d'inflation à 2 points, à 3 points, ou à 2 chiffres, à 3 chiffres. Ouais. Mais puisque vous êtes le spécialiste, que faut-il comprendre par tout ça? Très bien. Je l'avais dit à l'entame de l'émission, c'est juste quand on calcule la variation. D'accord. J'ai dit, l'inflation en principe, c'est la variation du niveau général des prix entre deux années. Entre 2 années. Oui. Donc, quand on calcule cette variation-là, si on trouve que c'est de 0 à 9, ça fait inflation à un chiffre. 0 à 10, ça fait inflation à 2 chiffres. Non, pas 0 à 10. À partir de 10, ça fait inflation à 2 chiffres. Et quand on va à 100, ça fait inflation à 3 chiffres. À 3 chiffres. Voilà. À 100%. Bien sûr, c'est bien possible. Comme taux d'inflation. Si le prix initial était 1000 francs et c'est passé à 2000, ça fait 100% d'inflation. Si c'est passé à 2100, ça va faire 110% d'inflation. Ainsi de suite. Donc, c'est à ce moment on peut parler des chiffres comme ça. Et je peux profiter de noter que dans l'espace UEMOA, dans nos critères de convergence, il est demandé à tous les pays membres de faire tout pour contenir l'inflation à 3%. Et à moins que je me trompe, puisque je n'ai pas les derniers chiffres. Déjà, quand on va sur le site de la Banque mondiale, pour ce qui est du Bénin, il a dit que l'inflation qui, en 2023, avait doublé, a diminué considérablement, atteignant 1% en juillet 2024. Et c'est justement cela qui nous retourne à la définition même de l'inflation. Puisque c'est sur l'ensemble des prix des biens et services de l'économie qu'il faut calculer l'inflation. Aujourd'hui, on parle de l'huile végétale. Mais dans le même temps, il y a d'autres prix qui connaissent des baisses. Il y a d'autres produits dont les prix baissent sur le marché. Donc, quand on va considérer l'ensemble de ces prix-là, on va voir qu'en réalité, nous sommes toujours dans les critères de convergence de l'UEMOA, qui est de 3%. 1%, ça fait référence à juillet 2024. La flambée du prix de l'huile, c'est assez récente. Ouais. Donc, peut-être la flambée de l'huile peut ne pas avoir d'effet sur le taux de l'inflation l'année prochaine, puisque l'huile n'est qu'un seul produit sur les milliers de produits qui circulent dans l'économie. On va suivre les chiffres. Tout compte fait, d'ici décembre, les résultats du dernier trimestre seront publiés ou pas? Bien sûr, bien sûr. Et même quand vous allez sur le site de l'Instat, vous allez voir le taux d'inflation en octobre. C'est-à-dire, quand on fait la variation entre les prix du mois d'octobre et les prix de novembre, c'est à peine à 1,2%. Voilà. Ok, docteur Dadeyon, on a parlé des causes, on a parlé des conséquences. Quelles sont les solutions pour contrer l'inflation? Très bien. Il faut noter qu'il n'y a pas de solution magique pour contrer l'inflation. Il faut d'abord identifier la source principale de l'inflation. Et selon la source principale, proposer donc des pistes. Et je m'amuse souvent à dire, en économie, il faut toujours analyser le pour et le contre. Il faut toujours faire une analyse avantage-coût avant d'agir. Je prends par exemple la source, la dernière source que j'ai donnée qui est liée au dérèglement, qu'est-ce que je dis, à tout ce qui est bouleversement de la chaîne mondiale de distribution. Le Bénin ne peut rien contre. Puisque le Bénin ne peut pas aller en Russie pour dire, ne peut pas aller dire à la Russie ou à l'Ukraine de cesser la guerre, de nous fournir des produits. Le Bénin ne peut rien contre les effets, je veux dire collatéraux ou les Ces effets. Ces facteurs-là, dans leur ensemble, nous échappent. Par contre, il y en a sur lesquels on peut agir. Sur les biens et produits que nous produisons chez nous, ici, la solution serait de subventionner les entrepreneurs, les producteurs donc de ces biens et services, les subventionner de sorte que leur coût de production baisse. Parce que tout est au niveau du coût de production. Si le coût de production ne baisse pas, l'entrepreneur ne peut pas baisser le prix de vente sur le marché. Et là, je disais également que c'est un arbitrage difficile parce que aujourd'hui, on comprend notre gouvernement, on comprend la dynamique de notre gouvernement. On a envie de beaucoup construire, de construire des infrastructures très modernes, d'investir suffisamment dans l'éducation avec les réformes dans l'enseignement et la formation technique professionnelle, la construction des lycées, tout ça. Donc, demander à l'État de laisser tout ça et de venir se concentrer seulement sur la gestion donc, de l'augmentation des prix, c'est un choix. Et donc, quand on fait le choix, on assume. Mais dans le même temps, le peuple est exigeant.
Quand on regarde également la structure générale de l'État, la très grande majorité donc, des recettes de l'État proviennent donc sont des recettes fiscales. Ça provient donc des prélèvements qu'on fait sur le cordon douanier. Et donc, si on va demander à l'État d'agir sur les biens et services importés, puisque l'inflation peut être importée. Si on va demander à l'État d'agir sur les biens et services importés, c'est lui demander de réduire donc, les taxes qu'on prélève donc, sur ces biens et services. Quand on va vouloir réduire les taxes qu'on prélève sur ces biens et services, c'est qu'on réduit le train de vie de l'État également. Donc, c'est toujours un arbitrage difficile et il faut faire donc des analyses avantages-coûts pour voir la solution qui est meilleure. Mais pour les économistes libéraux, dont moi je fais partie, il faut laisser le marché se réguler de lui-même. Ça, je pense que c'est la grosse solution. Les agents économiques sont toujours, au plan individuel, à la recherche de la meilleure solution. Aujourd'hui, les gens demandent l'huile végétale, je n'en ai pas. Comment faire pour que demain, je puisse l'avoir pour servir? Donc, les entrepreneurs individuels sont dans cette réflexion. Et quand ils vont commencer par produire, ça va encore peut-être inverser la tendance, de sorte que l'huile végétale serait tellement abondante sur le marché que le prix va carrément chuter drastiquement. Oui, mais cette solution ne risque pas d'arriver d'ici une semaine. Non, ce n'est pas une question d'une semaine. C'est clair, et donc c'est sûr que la population dans sa majorité s'attend à ce que l'État, les pouvoirs publics fassent quelque chose. Voilà. Subventionner ou revoir ce qui est taxes ou autre, quand même impôt à l'importation et tout ça pour pouvoir agir sur les prix actuels. Parce que, je l'avoue, la hausse des prix n'est pas en adéquation avec ce que nous avons comme pouvoir d'achat aujourd'hui. Herman Amégan, ce sera tout pour cette chronique économie de ce mercredi. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro, un autre thème et un autre invité. Merci beaucoup Alexandra Tchotan et on se retrouve justement mercredi prochain. Allez, on continue de parler économie, on continue justement de s'intéresser à ces facteurs qui font évidemment, ou à ces femmes, bon, on s'intéresse à présent à ces femmes qui font l'économie. Comme je vous l'ai annoncé, elles ne circulent pas forcément en tailleur ou en tenue de luxe, elles ne portent pas de blazer, elles ne fréquentent pas les restaurants luxuriants, elles ne font pas partie de l'élite, mais ce sont elles qui, dans l'anonymat, font bouger les curseurs qui conditionnent les lectures macroéconomiques. Ce sont celles qu'on rencontre au quotidien dans nos marchés. 5 sur 7 matin leur permet d'être vues et entendues. Saint-Ish Quincon nous propose aujourd'hui une petite incursion au marché de tubercules d'Antokpa. Elle s'est rendue au marché de vente d'Ignam. Regardez. Bonjour, vous le savez, le marché de l'igname est un secteur économique très important au Bénin parce que l'igname est un produit vivrier de base chez nous. Nous sommes au marché d'igname et nous allons voir les bonnes dames où est-ce qu'elles exportent l'igname, comment ça se vend, à quel prix l'igname est aujourd'hui. Suivez-moi tout de suite. Oui, bonjour Tati. Comment vous allez? Très bien, merveilleux. On est au marché d'igname aujourd'hui. Vous vendez des ignames? Je vends des ignames. Où est-ce que vous amenez les ignames? Par exemple, moi je suis venue de Tangueta. Il y a des autres qui sont venus de Glazoué, d'un peu partout, de Djougou, de Coupargo. L'igname, là, vous l'exportez où vous l'amenez à Tokpa? On les amène de chez nous, d'un peu partout. Ok, oui. du nord? Du nord, oui, de Glazoué, partout. Oui, de Paracou, les gars amènent des ignames pour vendre. D'accord. Est-ce que c'est la période de l'igname? Est-ce qu'on est dans la période de l'igname? Ah, oui, nous sommes dans la période des ignames. Nous sommes vraiment dans la période de l'igname, mais seulement qu'il n'y a pas de marché cette temps-ci. L'igname est à combien d'abord? Commençons par là. Le sac est à combien? Aujourd'hui, le sac de 100 kilos là, on vend ça à 30 000 francs. Or, avant l'heure là, c'était à 35 000 francs, 40 000 francs. Mais aujourd'hui, c'est à 30 000 francs. Et il y a à débattre encore, à discuter encore. Si tu dis, si la vendeuse vient, tu dis 30 000 francs, elle va vouloir que tu la diminues. Oh, ça ne va pas, l'igname est cher chez nous là-bas. Et ce n'est pas quelque chose qui a fait que les gens n'achètent pas. Lui, il est devenu cher.
Si la personne va acheter Niam à 30 000 francs et acheter un bidon d'huile à 40 et quelques, à 40, 41 000 francs, tu vois que ça ne va pas l'arranger, non? C'est ça qui a fait qu'il n'y a pas le marché. Tu vas venir avant, si tu amènes Niam là, au moins 2 à 3 jours, tu as fini de vendre. Mais cette fois-ci, là, quand tu amènes Niam, tu vas rester ici, tu vas faire 2-3 semaines avant que le camion ne finisse. Vous voyez. Si je viens ici à 6h, si je laisse ma maison, je viens ici à 6h là, c'est jusqu'à 19h que je rentre. Tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas de Il n'y a pas de repos. Parce que si je crie chez moi à Tangueta, je viens ici là, je suis venu vendre, non. Est-ce que j'ai un jour de repos? Ce n'est pas un jour de repos. Expliquez-nous un peu les différentes sortes types Niam qu'il y a, parce que les gens disent il y a le Laboko, il y a Niam simple. Par exemple, nous chez nous là, nous avions amené Santana. Il y a Santana, il y a Aria. Santana, c'est lequel? Ça, c'est venu du Nord. Est-ce que vous pouvez nous montrer? Oui, par exemple, ici là, c'est Santana ça. Donne-moi Hamza, donne-moi Inyam là. Ça là, c'est Santana ça. C'est Santana. C'est Inyam, c'est un bon Inyam. C'est un Inyam très bon. Après la Boko, c'est ça. Après la Boko là, c'est ça. C'est Inyam qui pile. Si tu veux faire la chokoro là, c'est avec Inyam là. C'est de bon Inyam. Et Inyam confit ou bien? Par exemple, après Santana là, il y a là. Voici là. Voici l'arbre ici. C'est l'arbre ici. C'est à Gountevi. C'est l'arbre ici. Et c'est très bon. Après ça là, c'est Ala. C'est ça qui vient de Glazoué. C'est Ala de Glazoué. Quand je vois les Niam comme ça, pour moi c'est la même chose. Mais comment vous arrivez à reconnaître? Oui, c'est vraiment les mêmes. Par exemple, pour tous les Niam, il n'y a pas une différence. Mais nous les vendeuses là, on connaît l'esprit des Niam. Et même celles qu'ils achètent là, connaissent. Par exemple, si la vendeuse vient là, elle sait que ça là, c'est Santana, ça là. Vous l'avez compris, on a différentes sortes d'igname et ici au marché d'igname, aujourd'hui, le plus gros problème, c'est la mévente parce que l'huile est chère. Ça sera tout pour Au Marché d'aujourd'hui. Rendez-vous dans un prochain numéro. Bye bye. Merci donc à Saint-Tiche Quincon et à Igor Donald Ayosop pour ce très bel élément que vous allez découvrir évidemment dans nos prochaines émissions. On vous fera une autre incursion probablement dans un autre marché, pourquoi pas au marché d'autres produits vivriers. On décidera bien sûr de ce qu'on vous proposera. 5 sur 7 matin, courte pause, le temps pour nous de retrouver nos envoyés spéciaux qui étaient du côté de la Libye et nous racontent leur aventure, possiblement aussi leur mésaventure. En tout cas, ça s'est soldé par une qualification de l'équipe nationale. C'est la bonne nouvelle de l'histoire. Mais derrière, on vous raconte tout. Storytime dans un instant.